Bonjour à tous et bienvenue dans le magazine européen de la rédaction de TV78, le 7-8 Europe. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce numéro du mois de novembre. Et si une partie de l'avenir du tourisme francilien était fluvial, c'est dans ce sens en tout cas que travaille l'association Val-de-Marne Tourisme et Loisirs en partenariat avec d'autres villes européennes. Elle réfléchit à travers le projet Star Cities à développer le patrimoine culturel et naturel des zones fluviales. Et pour réussir sa mission, l'association bénéficie des fonds structurels européens. Que s'est-il passé ce mois-ci dans l'Union européenne? L'actualité européenne en bref, avec la Commission européenne qui multiplie les commandes pour le futur vaccin contre la Covid-19, des tensions entre Parlement et États membres autour du budget dit de relance, ou encore des élus inquiets pour l'avenir du Parlement européen situé à Strasbourg. Ils n'ont plus qu'un mois pour éviter le no deal. Britanniques et Européens poursuivent leurs négociations marathon en vue d'établir une nouvelle relation entre les deux parties. Plusieurs points achoppent encore. Risque-t-on vraiment le no deal? Nous ferons le point sur le sujet avec Emmanuel Saulnier-Cassia, spécialiste du sujet et enseignante à l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Comment assurer un tourisme plus respectueux de l'environnement? Cette problématique est au cœur des préoccupations des lieux touristiques depuis plusieurs années. Déjà en Île-de-France, l'association Val-de-Marne Tourisme et Loisirs pilote un projet européen sur le sujet. Il se nomme Star Cities et celui-ci vise à développer le tourisme fluvial en coopération avec d'autres territoires européens. Pour y parvenir, échanges et rencontres sont organisés depuis Paris et dans d'autres villes européennes. Précision et explication de Camille Chowa, chargée de mission pour Val-de-Marne Tourisme et Loisirs. C'est un projet qui rassemble 7 partenaires européens qui souhaitent développer le tourisme fluvial au bord et sur l'eau. Et donc c'est pour cette raison qu'on est aujourd'hui à Champigny-sur-Marne, puisque notre objectif à travers ce projet, c'est vraiment de valoriser et de développer le tourisme sur les bords de Marne. Donc on travaille avec plusieurs villes européennes, donc Hambourg en Allemagne, Kaunas en Lituanie, la ville de Rome en Italie et Ljubljana en Slovénie. Et donc avec ces partenaires-là et le réseau Nextour, qui est le réseau qui rassemble les régions européennes pour un tourisme durable et compétitif, on se rencontre. Donc on a un programme d'échange sur 3 ans avec des séminaires thématiques sur lesquels on va échanger les bonnes pratiques et les expériences de chacun sur le tourisme fluvial. Au départ du projet, dont nous sommes le pilote, donc Val-de-Marne Tourisme et Loisirs, on a souhaité rassembler autour de nous d'autres villes européennes en se disant que l'équivalent des bords de Marne, on va dire, dans différentes villes européennes, avait une carte à jouer pour le tourisme de demain parce que c'est des lieux qui proposent un tourisme durable, proche de l'environnement, authentique, qui permet aussi de rencontrer des habitants, etc. Donc vraiment quelque chose de très authentique et très complémentaire aussi de la visite beaucoup plus classique des villes qu'on peut faire avec les grands sites du centre-ville. Donc un des principaux objectifs, c'est aussi de déconcentrer finalement les flux touristiques des centres de ces grandes villes européennes vers les périphéries, en utilisant les cours d'eau comme un vecteur finalement pour faire venir des visiteurs qui soient régionaux, nationaux ou internationaux évidemment, sur des territoires dans lesquels ils ne vont pas habituellement lorsqu'ils vont visiter ces grandes capitales. Donc c'est vraiment un tourisme durable, authentique et qui valorise évidemment aussi le patrimoine et l'histoire qui est souvent très riche de ces territoires-là. Le projet se déroule en 2 phases. La première phase, c'est celle dans laquelle nous sommes. Donc c'est la phase d'échange d'expériences. Donc le principe, c'est très simple, c'est qu'on va chez chaque partenaire, dans chaque région, pour faire un séminaire de travail dans lequel on va faire des visites de terrain, rencontrer les partenaires du territoire qui nous accueillent et finalement découvrir les projets les plus intéressants que mène ce territoire-là. Bon, évidemment, ce programme a été un peu remis en question par la crise sanitaire puisque la crise est arrivée juste avant qu'on poursuive ces séminaires sur place et donc on ne peut pas se déplacer aujourd'hui. Donc on est en train de aussi revoir pas mal notre programme pour faire beaucoup de choses en ligne, en virtuel, etc. Mais on continue d'échanger et l'objectif de cette première phase, c'est d'arriver à un plan d'action que chaque partenaire doit rédiger et qui va pouvoir mettre en œuvre pendant la deuxième phase. Donc la deuxième phase du projet, c'est une phase beaucoup plus opérationnelle où chaque partenaire va s'inspirer de ce qu'il a découvert chez les autres
pour mettre en œuvre des projets sur son territoire. Et donc là on est vraiment, disons, à la moitié finalement de la première phase d'échange d'expérience. Plus clair et plus facile d'accès aussi, le site internet europeidf.fr vient d'être rénové par les services de la région Île-de-France. Celui-ci vous permet notamment d'en savoir plus sur les fonds structurels européens dans la région, l'actualité de l'Europe aussi en Île-de-France ou encore découvrir les nouveaux appels à projets. L'actualité de l'Europe et de l'Union européenne, c'est aussi les nombreuses commandes de la Commission européenne auprès des sociétés pharmaceutiques dans la perspective d'un vaccin contre la Covid-19 ou encore des tensions sur le futur budget de l'Union européenne. Regardez. Un 6e contrat pour des vaccins en Europe. La Commission européenne vient d'annoncer un nouvel accord avec la société pharmaceutique Moderna. Au total, la Commission européenne a déjà précommandé près d'1,5 milliard de doses dans la perspective d'une campagne de vaccination qui serait gérée ensuite par les États membres. L'institution annonce déjà négocier un 7e contrat. Le coronavirus qui était aussi au cœur des discussions des dirigeants des États membres le 19 novembre dernier. Réunis en visioconférence, les 27 se sont engagés à renforcer leur coordination pour lutter contre le virus. Querelle financière et de valeur au sommet de l'Europe, la Hongrie, la Pologne et la Slovénie s'opposent à l'adoption du budget de relance de l'Union européenne. Il est hors de question pour ces pays de conditionner le versement des fonds européens au respect de l'état de droit. Pour rappel, les États membres sont parvenus à s'entendre sur un plan de relance communautaire de 750 milliards d'euros cet été, somme qui s'ajoute au budget de l'Union européenne pour les 6 prochaines années de plus de 1 000 milliards d'euros. Contact établi avec Joe Biden. Charles Michel, le président du Conseil européen, s'est entretenu lundi 23 novembre par téléphone avec le nouveau président américain tout fraîchement élu. L'ancien ministre belge a notamment convié son homologue à lui rendre visite l'an prochain dans le cadre d'un sommet avec les chefs d'État. Charles Michel souhaite aussi reconstruire l'alliance transatlantique mise à mal par la présidence de Donald Trump. Nouvel épisode dans l'opposition entre Parlement européen de Strasbourg et de Bruxelles. Inquiet de la somme envisagée, 500 millions d'euros pour la rénovation du Parlement situé dans la capitale belge. De nombreux élus alsaciens ont signé une lettre destinée à alerter le président du Parlement européen, David Sassoli, sur le sujet. Pour ces élus, de tels travaux sont injustifiés en pleine crise économique et sociale. Les élus de l'Est de la France insurgent aussi contre l'annulation répétée des sessions plénières normalement prévues à Strasbourg depuis le début de l'épidémie de la Covid-19 en mars dernier. Et un autre sujet d'actualité parfois oublié ces dernières semaines, les négociations encore en cours entre Britanniques et Européens pour établir une nouvelle relation entre les deux parties. Officiellement, la période de transition débutée en janvier dernier doit se terminer le 31 décembre prochain. Quels sont encore les points de blocage? Le risque du no deal est-il vraiment ou pas du tout écarté? Nous avons posé ces questions et d'autres à Emmanuelle Saulnier-Cassia, enseignante à l'UVSQ et spécialiste du sujet. Les négociations ont repris contre toute attente, Boris Johnson ayant souhaité y mettre un terme initialement le 15 octobre dernier, puisque ça aurait dû être la fin des négociations à l'occasion d'un Conseil européen. Mais voilà, dans l'hypothèse assez dramatique d'un no deal, les négociations ont finalement repris cette semaine. Il y a des points de blocage très très précis qui sont en réalité les mêmes depuis des mois. Le point le plus saillant est la pêche. Parce que ça concerne aussi bien l'Union européenne que le Royaume-Uni, peut-être même encore plus l'Union européenne que le Royaume-Uni et encore plus la France que les autres États. Donc là, il y a des négociations difficiles sur la question de l'accord à trouver sur la pêche, mais aussi sur des points plus techniques en matière de concurrence, en matière d'aide d'État, en matière de réciprocité, j'allais dire de confiance, ce qu'on appelle le level playing field, où il y a encore une incompréhension entre les deux parties.
Il y a un vrai problème de calendrier dans la mesure où, sur le plan procédural, en effet, il faut, une fois que l'accord sera conclu, une approbation par le Parlement européen, par le Conseil, et puis ensuite par l'ensemble des États membres de l'Union européenne, puisque c'est un accord mixte. Donc là, on est vraiment dans un délai extrêmement serré. Si on n'arrive pas à quelque chose ce week-end, on ne pourra pas au 31 décembre avoir une entrée en vigueur d'un quelconque accord au 1er janvier. Mais on peut imaginer d'autres choses, un accord moins ambitieux, très partiel et qui renvoie à des négociations ultérieures, ce qui de fait pourrait prolonger, contrairement à ce que Boris Johnson avait dit, peut-être des négociations sur l'année 2021. Mais à ce jour-là, personne ne peut prédire l'avenir. On sait qu'un accord pourrait être signé lors des derniers jours du mois de décembre en convoquant un Conseil européen extraordinaire le 28 décembre, ça a été envisagé. Mais voilà, aujourd'hui, personne ne peut le savoir à part les négociateurs eux-mêmes et éventuellement. Le no deal a été envisagé aux 2 étapes de la négociation, c'est-à-dire dans un premier temps, l'accord dit de retrait. On a cru qu'il n'y aurait pas d'accord de retrait, on envisageait déjà un no deal, ce qui était quelque chose d'assez dramatique puisque le saut de la falaise, c'est-à-dire le basculement au statut d'État tiers n'aurait pas du tout été prévu. Là, c'est une autre perspective, c'est-à-dire c'est sur l'application des règles européennes qui sont actuellement en vigueur et le basculement éventuel s'il n'y avait pas d'accord sur les règles internationales, en particulier du commerce. Et donc un no deal, ça voudrait dire basculer sur les règles du commerce international, de l'OMC en particulier. Le coronavirus n'est responsable de rien. La seule responsabilité ou le seul impact que ça peut avoir, c'est sur l'économie britannique, l'économie mondiale évidemment, mais l'économie britannique en particulier, d'où la baisse de popularité très importante du Premier ministre Boris Johnson, puisque les effets conjugués de la Covid, plus supposés du Brexit à venir, qu'il y ait accord ou non-accord d'ailleurs, les coûts supplémentaires que ça va engendrer risquent d'entraîner là vraiment avec une très grande certitude un marasme économique au moins pour les prochains mois, voire prochaines années. C'est un chiffre et un constat déjà établi depuis de nombreuses années. Les principaux médias français boudent l'actualité de l'Union européenne. Selon une récente étude de la Fondation Jean Jaurès et de l'INA, seulement 3% du temps d'antenne des grandes radios et chaînes de télévision est consacré à l'actualité de l'Europe. C'est pour alerter sur ce sujet et ce constat que plusieurs personnalités, élus, journalistes, mais aussi représentants de la société civile ont co-signé récemment une tribune dans la presse. Ils demandent notamment au CSA et à l'État de se saisir du sujet. Véronique Auger, vous êtes la présidente de l'Association des journalistes européens. Qu'est-ce qui vous a motivé pour lancer cette tribune dont vous êtes la co-initiatrice? Est-ce qu'il y a un moment déclencheur particulier? Ce qui a déclenché la tribune, en fait, c'est qu'au mois de septembre, il y a eu le discours sur l'état de l'Union de la présidente de la Commission européenne, et qui a été un discours mais vraiment fondateur sur les années à venir, sur tout ce qui était changement climatique, tout ce qui était changement numérique, la 5G, le plan de relance, enfin l'état de droit. C'est vraiment quelque chose que les gens devraient connaître parce que c'est leur avenir qui en dépend. Et il n'y a eu aucune diffusion en direct de ce discours sur les Tout Info dans les journaux télé du soir et également dans un grand nombre de radios, pas toutes, mais un grand nombre de radios. Ça a fait même pas un off, donc ça vraiment ça nous a mis en pétard avec l'association des journalistes européens et pas seulement. Et quand le mouvement européen France nous a proposé de coécrire cette tribune, eh bien on a dit oui. Qu'est-ce qui explique, d'après vous, un tel désintéressement de la part des principaux médias français? Et en fait, les rédacteurs en chef partent du principe que c'est compliqué, donc qu'il faut réexpliquer systématiquement et que souvent, il n'y a pas d'image. Donc, à la télé, on se dit « Ouh là là, c'est encore plus compliqué d'en parler ». Et donc, ils n'en parlent pas. Et c'est là où moi, je dis ils n'ont pas complètement tort, mais il faudrait donc que tout ce qui est institution européenne soit plus clair, s'exprime mieux, fasse moins d'informations, mais la fasse mieux. Et puis, il faudrait qu'à l'école, on apprenne le B à bas de comment ça marche l'Europe.
Alors on comprend bien, au-delà de l'éducation des plus jeunes, mais aussi des étudiants en école de journalisme, vous demandez au CSA et à l'État de prendre les choses en main. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire concrètement? Quelles sont vos recommandations? D'abord, déjà, nous souhaiterions que le CSA fasse son job, comme il l'a fait, par exemple, pour la visibilité des femmes à l'antenne, la visibilité des dom-toms, la visibilité des handicapés. Nous considérons que le CSA peut signer une charte avec les télévisions, notamment publiques, et les radios, pour qu'il y ait plus d'Europe à l'antenne. Après, oui, on a parlé d'un espace de coworking qui a fait un peu de bruit à Bruxelles parce que au début on s'était mal exprimé dans la lettre que on avait publiée et ils croyaient que c'était en réalité pour ceux qui sont déjà correspondants à Bruxelles. Non, l'idée qu'on avait, c'était plutôt pour toutes les rédactions qui n'ont pas l'argent pour envoyer des équipes ou des journalistes pour aller enquêter en profondeur à Bruxelles sur des sujets précis, qui n'ont pas cet argent, de pouvoir les pousser à le faire. Et il y aurait une sorte d'espace dans lequel ils trouveraient à la fois les outils pour travailler dans le calme et également des possibilités de faire des rencontres avec des lobbies, des experts, des gens de la commission, etc., etc. Merci Véronique Auger pour toutes ces précisions et pour avoir répondu à nos questions. TV78 espère, à travers ce magazine européen, de travailler à une meilleure couverture médiatique de l'Europe. Et nous ne sommes pas les seuls d'ailleurs dans les Yvelines à le faire, puisque Radio Sensation a aussi son magazine européen, magazine bimensuel, et il s'appelle Zone Europe. Le prochain numéro sera diffusé ce samedi 28 novembre à 19h. Le journaliste Corentin Alonso interrogera notamment l'eurodéputé Bernard Guetta sur des sujets d'actualité qui sont la liberté d'expression et les droits de l'homme. Regardez. Et une procédure qui a été déclenchée par la Commission européenne en décembre 2017 pour risque de violation grave des valeurs de l'Union européenne. Où est-ce que ça en est, cette procédure, et est-ce qu'elle peut aboutir sur quelque chose? Non, pour l'instant, elle n'a pas beaucoup fait progresser les choses, mais simplement, elle pose un problème politique aux régimes qui sont concernés. Parce que c'était quand même pas très agréable pour eux d'être montrés du doigt et accusés de violer l'état de droit, ou plus précisément en Pologne par exemple de violer l'indépendance de la justice. C'est la fin de ce 7-8 Europe. Vous pouvez retrouver comme d'habitude tous ces modules et reportages sur notre site tv78.com ou sur les réseaux sociaux de la chaîne aussi. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro du 7-8 Europe fin décembre. À très bientôt.